Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom organisé par l'AFDAS et qui aura pour thème aujourd'hui le nouveau CERFA apprentissage. C'est la 10e version, Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour Laurent, ravi d'être avec vous ce matin pour vous expliquer cette nouvelle version du CERFA. Et donc, nous allons nous présenter. Alexia, je t'en prie. Alors, je suis Alexia Davin, je suis la responsable du département apprentissage à l'AFDAS. Donc voilà, je suis là avec vous ce matin sur un thème bien précis. Et tu vas tout nous expliquer. Et je suis Laurent Zlotowski, le délégué régional Île-de-France de l'AFDAS. Et donc, en introduction, comment ça va marcher. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat, hein, et nous allons reprendre ces questions en fin de webinaire. Bien évidemment, ce webinaire, ce Zoom, hein, est enregistré. Vous pourrez le retrouver dans quelques heures, notamment dans le YouTube, hein, de la place. Et puis, nous vous adresserons cette présentation en PDF également dans quelques heures. Donc, vous pourrez reprendre tout cela tranquillement après ce webinaire qui va se décomposer en 3 chapitres. D'abord, on va découvrir avec toi, Alexia, les évolutions du formulaire. On va vous rappeler comment effectuer une demande de prise en charge en quelques clics. Et puis, je me permettrai de conclure. Mais en introduction, si vous êtes devant votre écran à nous regarder, c'est que vous avez reçu une invitation et donc vous êtes, pour la plus grande majorité d'entre vous, un adhérent de l'AFDAS. Vous nous connaissez déjà, hein, nous sommes votre opérateur de compétences. Nous travaillons et nous accompagnons les entreprises de 31 branches. Nous sommes bien évidemment des financeurs de la formation, des financeurs de l'alternance, et ce sont les équipes d'Alexia qui s'en occupent, mais bien au-delà de ça, on accompagne les entreprises sur la question de l'alternance de bout en bout. Nous avons également comme mission d'accompagner les branches ou bien de vous accompagner sur la transition écologique, et puis sur toutes les questions qui concernent donc vos plans de compétences, vos plans de développement de compétences. Que dire sinon que l'ABDAS est présent sur tout le territoire français. Vous avez forcément une délégation ou un bureau proche de chez vous et il y a toute une équipe de conseillers emploi formation qui est dédiée à votre seule entreprise et on verra un petit peu plus tard, si vous ne le connaissez pas, comment le contacter. Un dernier mot pour vous dire que l'AFDAS accompagne à peu près 72 000 entreprises et la très grande majorité d'entre eux, c'est peut-être votre cas, sont des TPE-PME de moins de 50 salariés. Donc, on a l'habitude et on vous connaît. On connaît vos préoccupations, on a l'habitude d'accompagner les toutes petites structures. La singularité de l'AFDAS, vous la connaissez peut-être, c'est qu'au-delà d'accompagner les entreprises, nous accompagnons également des publics spécifiques comme les intermittents du spectacle, les journalistes pigistes et les artistes auteurs, mais aussi les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels et les saisonniers dans certains secteurs d'activité que nous accompagnons. Ça y est, j'ai fini cette introduction. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Et pour cela, je vais passer la parole à Alexia qui va nous présenter donc, les évolutions du CERFA. Donc, merci Laurent. Du coup, ce matin, on va vous présenter la nouvelle version du CERFA qui est parue le 20 avril 2023. Donc, je pense que vous avez, comme nous, découvert cette nouvelle version et les nombreux changements qui l'accompagnent. Alors déjà, pour vous expliquer pourquoi ce changement évolue, vous avez dû voir les CERFA. Globalement, on a un nouveau CERFA tous les ans. Alors, on ne fait pas toujours des présentations, mais cette année tout particulièrement, on a voulu faire une actualité sur ce CERFA parce qu'il vous impacte. Il impacte également les jeunes qui vont être embauchés chez vous sous contrat d'apprentissage. Et en fait, c'était une volonté forte des pouvoirs publics de faire coller au mieux ce CERFA avec les textes en vigueur aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs réformes, enfin une très grosse réforme en 2018 et on est devenu d'ailleurs opérateur de compétences dédié principalement à l'apprentissage depuis 2020. Et cette réforme, elle s'est accompagnée d'évolutions et on va les retrouver aujourd'hui principalement dans le CERFA, le législateur voulant sécuriser à tout prix le parcours des apprentis. C'est pour ça qu'il y a des données supplémentaires qu'on verra tout à l'heure, aussi bien sur le maître d'apprentissage que sur le lieu de formation. C'est voilà, c'est pour qu'ils sachent mieux, que ça soit plus visible, et c'est aussi, si les services de l'État ont besoin de faire des contrôles, qu'ils sachent où retrouver les jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils ne savaient pas toujours où ils étaient physiquement parlant, on va dire.
Donc voilà, on va débuter par le premier pavé du CERFA, qui est celui que vous retrouvez en haut et qui vous concerne directement, la partie qui concerne l'entreprise. Donc là, on retrouve bien évidemment tous les éléments que vous connaissez habituellement, puisqu'on va vous demander votre adresse, votre SIRET. Et la petite nouveauté, en fait, dans ce CERFA, c'est que précédemment, dans l'ancienne version, vous aviez deux champs. Il y en avait un qui correspondait en fait à la convention collective qui était applicable dans l'entreprise et l'autre champ, c'était l'IDCC de la convention. Donc là, ils ont voulu refondre en une seule zone. Donc dorénavant, cette zone s'appelle le code IDCC de la convention collective applicable. Cet IDCC, il est prépondérant. Pourquoi Et d'une, c'est celui qui va nous permettre de déterminer le niveau de prise en charge. En fait, quand vous embauchez un jeune, derrière, il y a des coûts de formation. Et cet IDCC, c'est ce qui nous permet, nous, de savoir quel est le coût qui a été validé par votre branche professionnelle. Et c'est à ce titre-là que cette information est importante. Je vais laisser Laurent vous expliquer ce que c'est que cette notion d'applicable, puisque jusqu'à présent, on parlait d'appliquer, d'applicable, les deux existent. Alors, en quoi ça consiste? Alors, en quelques mots, le code IDCC applicable est une notion qui est apparue en fin d'année dernière et en opposition à l'IDCC appliqué. C'est un code que vous mettez dans votre DSM, hein, donc vous le connaissez, et il y a eu une volonté de la part du législateur de pouvoir identifier l'entreprise, hein, en tout cas de pouvoir identifier son activité au plus proche de la réalité. Il y a en effet des codes IDCC qui sont très génériques en fait, hein, et on peut citer par exemple le code 6420Z, activité de holding. On ne connaît pas vraiment l'activité de l'entreprise à travers ce code IDCC. Donc, avec le code IDCC applicable, le législateur et nous-mêmes, hein, ça nous permet de mieux connaître votre activité. Ça n'a pas d'impact sur les règles de vie de l'entreprise. Hein. C'est bien le code IDCC appliqué qui prévaut. Par contre, il va y avoir des incidences administratives avec ce code IDCC applicable. Et tu viens d'expliquer l'une de ces incidences, Alexia. Et donc, si vous souhaitez plus d'informations sur les codes IDCC appliqués, applicables, hein, eh bien, n'hésitez pas à appeler votre conseiller emploi formation qui vous expliquera cela plus en détail. Donc, c'est très clair, Laurent. Donc, l'IDCC applicable, c'est l'activité de votre entreprise et l'appliqué, c'est celui qui est sur le contrat de travail, donc qui détermine, par exemple, la rémunération de vos salariés. Un dernier petit changement, on revient, hop, juste en arrière. Hein. Juste un dernier petit changement dans ce pavé, juste pour vous dire, parce que j'avais vu que dans les inscrits, nous pouvions avoir des entreprises, des établissements publics, industriels et commerciaux, enfin et commerciaux si on en a plusieurs. En l'occurrence, il y a dans la notice qui est jointe au CERFA, que vous pourrez consulter, mais que vous avez déjà dû éplucher, du coup, il y a un nouveau type employeur qui a été du coup ajouté dans cette liste pour identifier ce type d'entreprise. Hein, donc voilà, pour nos EPIC, pensez dorénavant, nouveau code type employeur, c'est un type 30. Je suis désolée, je vais donner plein de chiffres ce matin, j'espère pas vous perdre en même temps, mais voilà, si on a des EPIC avec nous ce matin, pensez à utiliser ce code, ça nous servira pour l'ASP. Et je voulais profiter de ce petit pavé pour faire un rappel, quand vous complétez le CERFA, vérifiez s'il vous plaît très bien les SIRET que vous nous indiquez. Je vous rappelle, le SIRET qui est sur le CERFA et l'adresse, quand nous envoyons les contrats à l'agence des services de paiement, c'est ce qui va ensuite vous permettre de percevoir l'aide. Si dans votre DSN, le SIRET est différent de ce que nous envoyons, l'aide sera bloquée avant, bien sûr, qu'on puisse modifier. Donc, soyez vigilants. Quand vous saisissez dans votre portail le CERFA, logiquement, toutes ces zones sont pré-remplies, hein, puisque comme vous êtes adhérent chez nous, vous avez un accès au portail et c'est à ce titre-là que vous vous connectez. Donc, les zones remontent. Assurez-vous que si le jeune est dans un établissement différent, voilà, toutes les informations concordent, ça évite par la suite des allers-retours. On sent l'expérience qui parle, hein. On passe au bloc suivant. Oui, alors le petit pavé qui n'en est pas un, c'est le pavé apprenti. Alors là, quelques changements notoires, notamment dans les intitulés. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, on demandait le prénom de l'apprenti. Maintenant, on demande le premier prénom de l'apprenti. Pourquoi? Parce que on a, comme tout un chacun, on peut avoir plusieurs prénoms. Et quand dans le CERFA, on nous met 1, 2, 3 prénoms, on ne sait pas si c'est le premier, si c'est un nom composé, si un tiret, pas un tiret. Et comme de la même manière, ces données sont envoyées au service de l'État, ça met de la confusion, ça génère des erreurs. Donc, ils nous ont voulu simplifier et dorénavant, on raccourcit tout ça, on met le premier prénom.
De la même manière, on parle de nom d'usage, parce que dans la collecte des données, en fait, tout ce que nous enregistrons et que nous collectons grâce à vous, en fait, ces données sont renvoyées, là encore, au service de l'État, dans un énorme service qui s'appelle Agora et qui regroupe toutes ces données sur la Caisse des dépôts et consignations. Donc, du coup, pour qu'il ne se mélange pas, pour qu'il retrouve bien, parce qu'un coup, on donne son nom usuel, un coup, c'est son nom de jeune fille pour les femmes, etc. Il souhaite dorénavant qu'on note le nom d'usage. Juste, moi, je n'ai pas compris ce qu'était Agora. Alors, Agora, c'est la méga plateforme des services de l'État qui aspire toutes nos données. En fait, ça permet aux services de l'État de suivre les parcours de tout un chacun, en fait, en France, dès lors qu'on rentre en formation. Donc, ça va démarrer avec nos jeunes quand ils sont à l'école. Voilà, et puis ensuite, tout au long de leur vie professionnelle, s'ils font des formations, que ça soit financé par un autre groupe, Pôle emploi, etc. Et ben voilà, l'État est capable de nous suivre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on vous demande souvent le NIR, vous comprenez mieux pourquoi maintenant. C'est pas pour nous, mais c'est effectivement pour qu'ils puissent raccrocher les petits wagons de nos vies, finalement, en matière de formation, qu'elle soit initiale ou continue. Voilà. Dans les petits changements sur ce pavé apprenti, on demande aussi le courriel du représentant légal. Pourquoi? Tout simplement, c'est vrai que si il y a des apprentis mineurs qui partent en formation jusqu'à présent, on s'adressait du coup aux mineurs et non pas à ses représentants légaux. Donc voilà, ça c'est une correction, vous voyez. Quand je vous disais des nouveaux champs, il y en a, c'est un petit peu logique. C'est le représentant légal, bien sûr, qui donne l'autorisation aux jeunes de partir en contrat d'apprentissage. Donc, c'est à lui maintenant qu'on s'adresse. Quand on valide un contrat, on envoie un accord également, alors souvent aux parents, voilà, pour leur dire que le contrat est accepté et on leur donne le numéro de dépôt qui peut servir après aux jeunes pour se payer son permis de conduire ou tout autre type d'aide. Un autre pavé qui a été ajouté dans cet espace, dorénavant, il est demandé de préciser si l'apprenti a un projet de création de reprise d'entreprise. Pourquoi? Parce que cette notion permet de déroger à la condition d'âge. Vous savez qu'un apprenti doit avoir, on va dire, alors c'est 16 ans, 29 ans révolus, mais en fait c'est 15 ans et un jour suivant la condition, et on peut aller au-delà des 29 ans révolus, tout simplement soit parce que la personne est en situation de handicap, et là on n'a plus de condition d'âge, soit parce qu'il s'agit d'un sportif de haut niveau, et là j'arrive à notre autre petit pavé, où en plus de sportifs de haut niveau, on a rajouté les juges et les arbitres également, donc ils vont pouvoir bénéficier de la dérogation d'âge. Donc on peut, à tout âge, quand on remplit cette condition, faire un contrat d'apprentissage, petite nouveauté. Et puis aussi, donc, dernière catégorie qui peut faire un contrat au-delà des 30 ans, ce sont ces personnes qui ont ce projet-là. Donc, dorénavant, c'est inscrit dans le CERFA. Jusqu'à présent, on les enregistrait, bien évidemment, et on les finançait, et on demandait un courrier, une attestation sur l'honneur, comme quoi, Monsieur X s'engage à vouloir créer ou reprendre une entreprise à l'issue de sa formation. Là, on aura quand même le courrier, mais en plus, on aura la petite coche dans le CERFA. Donc, ça, c'est pour les champs du CERFA. À côté de cela, dans la notice, vous allez voir, mise à jour parce que actualité. Dorénavant, il existe, et c'était déjà le cas l'année dernière, je ne sais pas si c'était aussi l'année d'avant, un nouveau diplôme qui s'appelait le Bachelor universitaire de technologie, autrement dit un but. Et le but, il n'était pas dans la liste des diplômes, donc dorénavant, vous l'avez dans la petite pick list, il n'y aura plus qu'à sélectionner. Et on va passer au pavé suivant. Donc, c'est un CERFA qui est plus précis et qui prend en charge en fait plein de cas spécifiques qu'on rencontre au quotidien. Exactement, et c'est vrai que pour l'AFDAS, typiquement les sportifs de haut niveau, on sait qu'on a les Jeux Olympiques bientôt, on espère en avoir plein. Donc c'est une bonne chose. Alors, le bloc maître d'apprentissage, là encore, et c'est là-dessus surtout que les services de l'État nous demandent de faire un effort dans la collecte de données. Donc, excusez-nous si on vous demande beaucoup d'informations, mais ce n'est pas pour nous. C'est effectivement pour renforcer, sécuriser nos apprentis qui vont suivre partir en formation et d'être accompagnés par vos structures pendant cette durée-là. Donc, dorénavant, je vous rappelle, avant, c'était très court. Maître d'apprentissage, on demandait le nom, prénom, date de naissance. Dorénavant, on va vous demander le NIR du maître d'apprentissage, son adresse mail, son emploi et son diplôme et le niveau du diplôme au titre le plus élevé obtenu. Donc, ça en fait des choses. Alors, moi, je vais poser une question idiote, mais comme souvent, le NIR, c'est obligatoire et on a le droit de le collecter. Et c'est quoi ce numéro?
L'UNIR? Mais oui. Ah bah, numéro de sécurité sociale. Ah oui, je te l'ai dit, c'est une question idiote. Donc, on peut avoir le numéro de sécurité sociale. On pourrait imaginer aussi ce qu'on appelle des NIR transitoires. Hein, vous savez, quand vous embauchez, bien sûr, des personnes, alors pas, soit qui viennent de l'étranger, on a des NIA et des NTT, c'est encore des petits cycles, mais pour dire que si ils n'ont pas leur numéro de sécurité sociale et que c'est en cours, eh ben, on peut aussi le collecter. Il faudra bien l'écrire. L'objectif derrière tout ça des services de l'État, c'est pas pour vous donner plus de travail, c'est parce que vous l'avez peut-être oublié, mais lorsque vous êtes maître d'apprentissage, à ce titre-là, vous bénéficiez de 240 € au titre du compte engagement citoyen. Donc ça, assez peu d'entreprises le savent, mais il faut bien le dire aux personnes en fait qui vont accompagner les jeunes dans vos structures, c'est que ben voilà, l'année où ils vont s'investir ou les 2 années où ils vont s'investir auprès d'un jeune, il y a la possibilité d'avoir cette somme de crédité sur leur compte engagement citoyen qui ensuite pourront transformer dans le cadre du compte personnel de formation. Et les services de l'État aujourd'hui n'étaient pas en capacité de faire le rapprochement entre un maître d'apprentissage qui était mis dans un CERFA et les personnes qui sont enregistrées à la Caisse des dépôts. Donc ce NIR, ça permet de rattacher tous les wagons. Donc du coup, vous comprenez bien l'intérêt pour nous de le récupérer et de l'envoyer au ministère. Et après, tout ce qui est question de diplôme, bah ça, vous comprenez aussi, c'est parce qu'il y a un cadre légal bien spécifique, ne peut pas être maître d'apprentissage n'importe qui, entre guillemets. Il faut avoir soit le diplôme préparé par l'apprenti ou un niveau d'expérience qui permet bien sûr de l'accompagner dans tout ce parcours de formation. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que beaucoup d'entreprises ont réagi quand les OPCO ont demandé les NIR en fait des uns et des autres. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est par rapport à Agora et donc vous pouvez donner un NIR à votre opérateur de compétences. On a les délégations de l'État pour le faire. Donc, en termes de RGPD, tout est sécurisé et autorisé. On passe au bloc suivant? On y va. Alors, là, on arrive sur le bloc contrat. Donc, pas de gros changements, j'allais dire, premier abord sur ce bloc contrat, puisqu'on retrouve finalement les types avec tous les codes que vous connaissez maintenant, si c'est un nouveau contrat, le deuxième contrat d'un jeune dans l'entreprise, ou s'il a déjà eu un contrat précédent, etc. Par contre, il y a un nouveau champ. Vous voyez, vous avez la date de conclusion du contrat. À côté, vous avez la date de début d'exécution du contrat. Et troisième champ qu'on vous a encadré, c'est date de début de formation pratique chez l'employeur. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Si je devais résumer, date de conclusion, c'est finalement date de signature du contrat. Donc ça, on a l'habitude, vous savez faire. La deuxième date d'exécution du contrat, si on devait faire court, c'est la date à laquelle l'apprenti commence à être payé par l'entreprise. Et la dernière date, donc la nouvelle, date de début de formation pratique chez l'employeur. Je réinsiste. Ça veut dire tout simplement que c'est la date à laquelle le jeune va physiquement, ou alors en télétravail maintenant, mais être présent chez vous. Vous savez qu'un parcours de formation en apprentissage, on a alternance, formation et pratique. Donc, suivant le cursus, soit le jeune démarre par la formation et arrive après chez l'employeur, soit il démarre par l'entreprise et après il va en formation. Et bien là, c'est tout simplement pour coller au calendrier. Comme ça, on sait exactement dans le planning, voilà, à quelle date il est au CFA et à quelle date finalement il va arriver chez vous. Et comment dire, ça c'est important, ce nouveau champ, parce qu'en fait, les services de l'État insistent fortement quand vous concluez, vous avez décidé d'embaucher un jeune, et là, franchement, je prends le temps d'insister sur le sujet parce que ça explique plein de choses. Si le jeune démarre sa formation avant d'intégrer votre entreprise, il va falloir quand même que vous l'intégriez dans vos effectifs à partir de son démarrage de formation. Donc, on va se retrouver avec une date d'exécution qui va être finalement la date de début de la formation. Même si chez vous, il va intégrer 15 jours, voire un mois plus tard, ça veut dire que vous allez le payer dès le début de la formation. Donc ça, on va vous remonter une petite frise juste après pour revenir sur le sujet. Mais s'il vous plaît, soyez attentifs, il faut bien y penser. Si vous êtes en train de faire vos recrutements là pour la rentrée, vous savez déjà que les jeunes vont arriver chez vous en septembre. Peut-être qu'ils vont démarrer par la formation. Finalement, il faudra bien que le contrat commence à s'exécuter dès ce moment-là. Petite taux de précision, mais ça, c'est plutôt en rapport avec les types d'avenants parce que vous allez les voir dans la notice. Il y a un nouveau type d'avenant qui a été ajouté, donc un code 38. Je vous ai dit que j'allais mettre plein de numéros aujourd'hui. En fait, c'est tout simplement que jusqu'à présent, on avait
une espèce de fourre-tout dans les avenants, c'était le 36 où on avait des changements d'adresse, changements de maître d'apprentissage. Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil, ils ont voulu faire sortir cette spécificité. Si vous avez un apprenti qui est en formation et qui change en fait de lieu de formation, tout simplement parce que l'école déménage, par exemple, ben dans ce cas-là, il faudra nous adresser un avenant et utiliser ce code-là. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous montrer, Laurent, juste derrière? On a fait un petit dessin pour vous reprendre ces histoires de date, en fait, que j'insistais. Donc, si vous avez, donc là, vous le voyez, c'est clair, la date de conclusion. Ensuite, on vous met la date de début de formation au CFA, formation pratique en employeur. Et bien, la date d'exécution, elle colle avec le début de formation au CFA. Voilà, on compte sur vous. C'est pour la rentrée et on voudrait voilà, éviter le moins possible les allers-retours sur le sujet. Et c'est surtout que la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle pousse vraiment en ce sens. Donc, on souhaitait partager avec vous cette information. Qui est bien utile. Merci Alexia. On passe à la diapo suivante. On arrive au bloc formation. Donc, dans ce bloc formation, là aussi, pas mal de changements cette année, toujours dans l'idée de sécuriser le parcours des jeunes. En fait, ce que les services de l'État demandent dorénavant au CFA, c'est de préciser où va se tenir la formation, où va être notre jeune finalement. Parce que bien souvent, vous avez un organisme de gestion, on appelle ça, et puis vous avez des unités de formation. Et vous contractualisez avec l'organisme de gestion, mais physiquement parlant, le jeune, il va être à un endroit tout autre. C'est par exemple le cas des CFA qu'on retrouve comme les formats sup, en fait. Et puis ensuite, vous avez 40 établissements différents. Ben, avec ce nouveau CERFA, maintenant, le CFA devra nous dire si la formation a lieu dans le CFA, ce qu'ils appellent responsable ou pas. Et sinon, ben dans ce cas-là, il faudra qu'on nous décline l'adresse, le SIRET, l'UAI, etc. Donc, en fait, ça, c'est côté CFA, ils vont avoir plus de travail. Enfin, voilà, c'est de la précision. Eux, ils savent bien évidemment où sont les jeunes, mais vous, j'imagine aussi. Mais nous, typiquement, en tant qu'OPCO, on ne savait pas où allaient se former les jeunes. On ne connaissait que ce fameux CFA responsable. Donc ça va ajouter du coup des zones pour vous aussi dans la saisie du CERFA quand vous allez nous le faire sur le portail. Mais sinon, globalement, il n'y a pas de nouveauté à part ces détails supplémentaires dans cette partie-là. Alors moi, j'ai encore une question à 1 euro. Donc, j'imagine qu'il y a derrière leur écran des entreprises pour qui ça va être le premier CERFA ou alors le premier alternant. C'est quoi le numéro UAI du CFA, pardon, et où est-ce que je le trouve? Alors, l'UAI du CFA, c'est lui qui va vous le donner. En fait, c'est un numéro d'enregistrement. En fait, quand vous faites de la formation continue, vous avez un numéro de déclaration d'activité. Dorénavant, les CFA en ont aussi. Et historiquement, ils ont toujours eu un UAI, dont j'ai oublié l'acronyme, je ne sais plus ce que ça veut dire, bien sûr. Mais en fait, c'est leur numéro qui indique qu'il s'agit bien d'un centre de formation pour apprentis. Donc, tous les CFA ont un UAI. Par contre, les unités d'enseignement où le jeune va aller, finalement, lui il n'aura peut-être pas d'UAI. Donc ça sera peut-être une zone facultative. Pour l'instant, on n'a pas l'information facultative obligatoire. Donc effectivement, là, c'est plein de codes avec des chiffres, des lettres, etc. Donc il faudra les remplir du mieux possible. Après, nous, dans notre base de données, logiquement, la plupart d'entre eux sont enregistrés. Donc c'est pareil, ce sont des informations qui remontent. D'ailleurs, ça tombe bien que tu me parles du SIRET et de l'UAI, parce que le SIRET, quand vous saisissez dans notre portail, en fait, on vous demande où le jeune va faire sa formation. Et là, vous avez une zone qui s'affiche. Il ne faut pas nous saisir le nom du CFA. Vous saisissez le SIRET que vous avez là en CFA responsable et automatiquement, s'il est connu chez nous et globalement, on a 1600 CFA d'enregistrés, il devrait pouvoir remonter de cette manière-là, vous récupérez le bon CFA. Et j'aurais voulu vous dire un petit mot aussi sur le code RNCP. Donc RNCP, tu te rappelles, Répertoire national des certifications professionnelles. Exactement. Ce code, c'est celui qui nous permet, en plus de l'IDCC dont on vous a parlé au tout début, c'est avec ce code-là et cet IDCC qu'on va savoir finalement à quelle hauteur nous allons financer le contrat d'apprentissage. Il y a une obligation, bien sûr, c'est que le code RNCP soit actif. Oui. Donc, bien évidemment, lorsqu'on reçoit un contrat, on s'assure de cette activité
En fait, toujours chez France Compétences, vous devez le connaître, c'est notre partenaire, c'est lui qui finance. Derrière nous, en fait, la banque, c'est France Compétences. Et donc, du coup, il faut, lorsque vous inscrivez un jeune dans une école, que vous ayez la certitude que ce code est actif, sinon on ne pourra pas financer le contrat. En fait, on rejette très peu de contrats. Vous avez dû remarquer si vous avez fait des contrats dans les années précédentes. En général, on fait de la mise en conformité. Voilà, on découvre des petites choses pas tout à fait correctes au niveau des dates. Si on trouve que la rémunération, il y a une coquille, il y a quelque chose qui ne va pas, bien évidemment, on vous le dit, on ne refuse pas le contrat. Les rares cas finalement de refus, qu'est-ce qu'il pourrait être? Soit le maître d'apprentissage est mineur, ce qui arrive quand même assez rarement. Le jeune ne remplit pas les conditions d'âge que je vous ai indiquées, grosso modo 15 ans un jour jusqu'à 30 ans, et dans d'autres cas, on peut aller au-delà, bien évidemment. Mais sinon, les autres motifs, voilà, on va juste vous dire, on a vu une petite coquille dans le CERFA, corrigée, et ensuite, on valide. Voilà. Là, si le titre n'est pas actif, malheureusement, on ne pourra pas valider. Ça veut dire que le jeune va se former pour rien, quoi. Oui, donc effectivement, le RNCP, on a beaucoup de questions autour de ce code-là et de, effectivement, ce point-là qui peut être très embêtant une fois que le jeune est arrivé. On passe au... non, ça y est, on a terminé déjà. Finalement, un CERFA, c'est rien du tout. C'est rien, un CERFA, voire même, on peut y prendre du plaisir. Alors, comment on va effectuer comment on va effectuer sa demande de prise en charge sur notre interface? Alors, vous vous souvenez, parce que vous êtes là ce matin, donc j'espère en tout cas que vous avez bien tous accès au portail, sinon contactez-nous bien sûr. Donc, on vous rappelle, quand vous embauchez un jeune en contrat d'apprentissage, vous avez, c'est ce que prévoit la loi, un délai de 5 jours pour nous le déposer sur le portail une fois qu'il est arrivé chez vous. Bon, ça c'est le cadre légal. Nous, on a 20 jours pour le valider. On n'est pas trop à cheval sur le délai des 5 jours. On sait que le pic va être en septembre-octobre. Vous avez tous vos rentrées, les CFA vont être surchargés. Donc, pas de panique. Si vous n'êtes pas dans les 5 jours, on ne vous refusera pas le contrat. Il faut être attentif quand même, parce qu'on ne nous l'envoie pas 5 mois après. On est d'accord. On est d'accord. 5 jours n'est pas 5 mois. Mais bon, on peut comprendre. Voilà, il y a une souplesse, mais pas une latitude. On sait que c'est la rentrée, qu'il y a du travail pour tout le monde. Cette année, comme l'année dernière, puisqu'on s'amuse avec l'apprentissage, on avait eu un nouveau référentiel qui fixait les prises en charge des contrats pour le 1er septembre. Cette année, on aura à nouveau le plaisir d'avoir un référentiel début septembre. Donc voilà, je pense que les écoles vont vous en parler. Donc c'est pareil, au niveau des prises en charge financières, nous, ce qu'on vous engage à faire, c'est de conclure vos contrats le plus tôt possible, c'est-à-dire avant le 31 août. Comme ça, vous sécurisez, vous savez exactement quand vous signez avec le CF1, tous les éléments du contrat avec le jeune, mais vous avez le prix aussi, vous avez le montant pris en charge par l'OPCO, vous connaissez votre reste à charge. Si vous concluez vos contrats après le 1er septembre, il y aura un nouveau référentiel. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire les montants de prise en charge. Peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins, ou pareil. Mais là, personne n'est capable de vous le dire. Quand vous saisirez le contrat sur le portail, à la fin, on vous demande des pièces justificatives. Toujours le CERFA, bien évidemment. On vous demande la convention. Après, calendrier, programme, tout ça, c'est du plus, c'est facultatif. Ce qu'il nous faut vraiment, nous, c'est le CERFA et la convention. Et si on est dans le cas particulier où la personne, l'apprenti, a le projet de créer une entreprise, bien évidemment, il nous faut son attestation sur l'honneur, comme quoi il crée l'entreprise. Et avec ces documents-là, on va pouvoir instruire votre demande. Une fois l'instruction faite, avec tous les éléments dont on a parlé ce matin, on vérifie les dates, voilà, la date du contrat. Je vous rappelle quand même, je ne l'ai pas dit, que le jeune peut arriver 3 mois avant le début de la formation chez vous et rester 2 mois après. Toujours cette souplesse aussi. Ça permet de les intégrer un petit peu avant qu'ils démarrent la formation et les garder après qu'ils aient passé le diplôme. Par contre, effectivement, le contrat doit englober le passage du diplôme puisque c'est une action de formation. Donc, une fois tous les éléments vérifiés, nous, on valide le contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dépose le contrat auprès du ministère du Travail et du coup, le contrat se trouve ainsi enregistré. Et dès qu'on l'a enregistré, on vous envoie le fameux numéro de dépôt. Donc, on vous l'envoie à vous, entreprise, on l'envoie au CFA, on l'envoie à l'apprenti ou à son représentant légal, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il faut garder précieusement ce numéro de dépôt. Ensuite, il y a subrogation des paiements. Donc, ça veut dire qu'en contrat d'apprentissage, évidemment, on réglera directement les frais de formation à l'école. Ce n'est pas à vous de le faire, à part pour effectivement s'il y a un petit reliquat. Voilà.
Et les aides de l'État, c'est pareil. Au moment où on enregistre donc le contrat, il est déposé directement auprès de l'Agence des services de paiement qui va prendre le relais et faire les vérifications et contrôles dont on a parlé tout à l'heure, notamment sur le SIRET et sur l'adresse. Et j'en profite, une petite erreur qu'on a souvent, vous nous inversez souvent nom, prénom. Si vous pouviez faire attention pour l'apprenti, ça pose des petits soucis derrière. Voilà, ça c'était le petit détail. Pardon. Et donc, l'agence de service de paiement, c'est l'ASP et ceux qui vont donc verser la prime pour l'apprenti. Des 6 000 € et non plus des 8 000. Oui, et c'est pas l'apprenti, c'est l'alternant. C'est l'alternant, voilà, puisque c'est un peu plus large que ça. Donc, voilà, l'aide, elle est de 6 000 € sur 12 mois, ce qui nous fait 500 € par mois. Et il n'y a plus l'aide unique, donc c'est uniquement pour la première année. Alors, on va donc vous adresser donc, cette présentation dans quelques jours. Et donc, vous pourrez télécharger la notice de ce nouveau CERFA. Vous pourrez télécharger également donc, le CERFA en lui-même en cliquant sur les liens qui apparaissent donc, sur votre écran, si vous ne savez pas où trouver ces documents. Et puis, donc, il y a également un document de synthèse Voilà, que vous pourrez retrouver en 2 pages, vous allez retrouver les principaux changements. Que vous retrouverez en cliquant sur donc, télécharger le document. Attends, juste avant que tu conclues là-dessus, je vais juste préciser une petite chose, excusez-moi. Pas de panique si des CFA vous donnent encore l'ancienne version, la version 9. Hein. Pour l'instant, on prend version 9, version 10. Donc voilà, en tout cas pour la rentrée, on basculera, on pense, à partir du 1er octobre. Mais ça vous laisse le temps, vous avez l'été, le mois de septembre. Donc, si vous avez que de la version 9 ou de la V10, on prend quand même les contrats, on ne refusera pas. Non. Et nos entreprises adhérentes, Alexia, n'ont aucune raison de paniquer puisqu'il y a donc l'AFDAS qui est présent sur tout le territoire. Vous voyez la carte qui est ici et on peut toujours nous contacter à n'importe quel moment de la semaine. Donc, si jamais il y a une interrogation, donc vous nous faites une demande de contact depuis Maya, notre interface. Ou bien vous pouvez téléphoner au numéro qui s'affiche. Chaque entreprise adhérente a son conseiller emploi formation dédié, donc vous serez recontacté par ce conseiller et vous pourrez donc lui parler de vos projets ou bien de vos difficultés. Si jamais ça coince à un moment donné, il saura vous renseigner. Eh bien, je crois bien qu'on a terminé cette présentation. On a tenu à peu près les 30 minutes. Ce webinaire est modéré par Evelyne, aujourd'hui, qui a repéré vos questions. Et donc, nous, on va ouvrir notre petite interface. Je ne sais pas si il y a des questions qui peuvent nous intéresser. Ah oui, tu les as mis dans les favoris. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on va répondre. Alors, où trouver ce code IDCC applicable? Effectivement, c'est le code que vous mettez déjà dans votre DSN. Voilà, donc ça, on a répondu à cette question tout à l'heure. Comment faire pour bénéficier de cette somme? J'imagine que c'est la prime exceptionnelle à l'embauche, non? Pour les maîtres d'apprentissage. C'est pour les maîtres d'apprentissage. Pour les maîtres d'apprentissage. Pour les 240 € dont j'ai parlé sur le compte engagement citoyen, ça va se faire de manière automatique. En fait, justement, c'est pour ça qu'on vous disait qu'il fallait qu'on puisse collecter le NIR. À partir du moment où nous, on collecte le NIR, quand on envoie dans le tuyau au service de l'État, ils récupèrent ce NIR et c'est les services de l'État, via la Caisse des dépôts et consignations, qui auront crédité ces budgets pour ces maîtres d'apprentissage. Par contre, je n'ai pas le délai exact. On pense que c'est l'année qui suit, bien évidemment. Ce n'est pas immédiatement. Magali nous pose la question suivante, c'est quoi la différence entre diplôme du titre le plus élevé obtenu et niveau de diplôme au titre le plus élevé? Alors, le diplôme, c'est l'intitulé. Donc, on va dire, par exemple, un jeune qui a eu un Master 2 précédemment, vous allez devoir préciser, il a eu une Master 2, je ne sais pas, ressources humaines, spécialité, etc. Et le niveau, c'est le code. Là, on parle en code. Et dans la notice, vous allez retrouver, ça doit être un 79 ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il faut retrouver. Il y en a un, c'est un chiffre, et l'autre, c'est le titre en grand. Une question auquel on n'y pense pas, mais voilà, donc elle a le mérite d'être posée, c'est intéressant. Donc, quand il y a plusieurs lieux de formation, on indique lequel? Eh ben, ça va être le principal, en fait. Alors, on ne pourra pas… Là, quand vous parlez lieu de formation, je ne sais pas, c'est pareil, si c'est sur l'entreprise ou
lieu de formation, si lieu de formation, là, c'est la réponse est dans la question. Lieu de formation, ben, ça veut dire qu'on aura, oui, le principal, et s'il change, et ben là, on aura le fameux avenant 38. Après, si c'est juste un coup, il est dans telle école et dans l'autre, ben, tant pis, on en enregistrera un seul, on ne va pas en avoir non plus, ça fait beaucoup après. Donc non, un suffira. Donc là, on parle du contrat d'apprentissage. Qu'en est-il du CERFA, du contrat de professionnalisation? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Le contrat pro? Ouais. Eh ben non. Eh ben non. Ben non. Et puis alors, ce que je vous ai dit sur le compte engagement citoyen, c'est valable que pour l'apprentissage, pas pour le contrat pro. Donc non, pour l'instant, les aides sont les mêmes par contre, ça ne change pas. Donc tu l'as dit, c'est 6 000 €. 6 000 €, ouais. Et donc sur la première année? Uniquement. Hein. Uniquement Avant, vous vous rappelez, l'aide unique pour les niveaux jusqu'au bac, c'était on avait 1 année, 2 ans, 3 ans. Ben là, non, c'est max 1 année. Une question de Coralie. Que se passe-t-il quand l'alternant commence dans l'entreprise avant le centre de formation? Voilà, c'est cette partie-là qu'elle a mal entendu. Très simple. Donc, ce que je vous disais, le jeune peut arriver chez vous 3 mois avant, c'est le maximum, avant de débuter sa formation. Donc, vous nous mettrez la date de conclusion, la date à laquelle vous avez signé le CERFA. Et par contre, en exécution, on s'apercevra que, voilà, je dis n'importe quoi, le jeune arrive chez vous au 1er juillet. Donc, vous exécutez au 1er juillet. Et dans les périodes de formation, dans le bas du CERFA, on verra que le jeune n'arrive qu'au 1er octobre en formation. Et on comprendra qu'il a passé 3 mois chez vous avant. Allez, on passe aux 2 dernières questions. Toujours l'aide des 6 000 €. Est-ce que cela comprend l'aide pour les forfaits, pour les frais de formation ainsi que les salaires? Pas du tout. Alors, de 2 choses. Nous, en tant qu'OPCO, on finance les frais de formation. Donc ça, la charge, elle est portée de notre côté, j'allais dire, en fonction des éléments dont on a parlé ce matin, donc suivant votre idée si c'est applicable, en fonction du RNCP. Donc nous, avec ces éléments-là, on va regarder dans le tableau de France Compétences pour savoir à quelle hauteur on doit prendre en charge les frais de formation. Donc ça, c'est l'AFDAS qui paiera au CFA. Par contre, effectivement, quand vous nous parlez salaire, c'est l'entreprise qui verse un salaire à son apprenti. Et finalement, les aides de l'État, donc les fameux 6 000 €, elles ont vocation à couvrir une partie, bien entendu pas la totalité des frais, parce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est 500 € par mois. Donc voilà, ça c'est une aide pour financer les salaires. Pour le maître de formation, maître d'apprentissage, ce fonctionnement ne sera en place que l'an prochain? Ce sont 2 choses différentes. Ce matin, effectivement, on ne vous a pas parlé de l'indemnité à la fonction tutorale, c'est à ça que fait référence cette question. Donc pour cette année 2023, donc l'indemnité à la fonction tutorale est versée, je vous rappelle, aux entreprises de moins de 11 salariés. Cette aide, elle est de 1 000 €. Il faut absolument, on aurait dû le rajouter d'ailleurs, nous en faire la demande au moment où vous allez déposer le contrat sur le portail. En fait, il y a un formulaire qui s'appelle demande de versement de l'indemnité à la fonction tutorale. Cette demande, donc, obligatoirement, hein, j'insiste fortement, voilà, elle doit nous être faite en même temps que vous déposez le contrat. Donc, nous, on va engager les 1 000 € si le contrat fait plus de 10 mois. Ça, c'est bien sûr versé à l'entreprise pour un petit peu dédommager du temps passé par le maître d'apprentissage, voilà, pour accompagner le jeune. Ça, c'est une chose. Mais les 240 € du compte engagement citoyen, c'est autre chose. Donc ça va, comme je vous l'indiquais, être sur c'est un pavé. Donc, si vous allez à la caisse des dépôts et consignations, si vous-même vous allez regarder à titre personnel pour le CPF, vous voyez que vous avez des petits espaces différents et ça permettra à ces maîtres d'apprentissage, si un jour ils ont un besoin en formation et qu'ils souhaitent les mobiliser, de les utiliser. Tu as dit une chose importante et beaucoup d'entreprises nous appellent sur ce sujet. Si effectivement la demande de l'aide à la fonction tutorale n'est pas faite au moment de la saisie du contrat, eh bien là, on ne peut rien faire. Donc, il y a des entreprises qui vont nous rappeler, nous envoyer un mail 3 mois plus tard, par exemple, et là, on ne peut vraiment pas les aider. Donc, c'est une chose importante à savoir. Et enfin, Lila nous a posé une question. Donc, ce sera la dernière. Si un tuteur encadre plusieurs alternants, la prime liée au tuteur est-elle en fonction du nombre de contrats? Alors, la prime, elle est versée effectivement. Donc, si un maître d'apprentissage encadre 2 jeunes, puisque de toute manière, c'est le maximum autorisé, voire 3 s'il y a un redoublant. Un redoublant, ouais. Voilà, et effectivement, on pourra verser à l'entreprise et pas au tuteur, hein, on insiste, c'est à l'entreprise. Après, si l'entreprise veut verser une prime à ses maîtres d'apprentissage, elle peut le faire. Mais effectivement, donc s'il y a 3 contrats, on va parler comme ça, s'il y a 3 contrats d'apprentissage en entreprise, on pourra verser 3 fois la prime. Eh bien, très bien. Je crois qu'on a fait le
tour de la question. Voilà, donc Emeline va vous publier un sondage pour savoir comment vous avez vécu cette intervention, s'il y a des axes d'amélioration ou s'il y a des points forts, hein, si vous avez appris des choses ce matin. Donc merci des réponses, ça nous aide pour l'organisation des futurs webinaires Zoom organisés par l'ABDAS. Eh bien, je crois qu'il est temps de nous quitter. Merci Alexia. Merci Laurent, puis merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, vous savez où nous joindre maintenant, donc voilà, n'hésitez plus, on y répondra. Très bien, merci à vous. Eh bien, bonne journée à vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.